What's up tout le monde, bienvenue au Dans la classe podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est une présentation de Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est une plateforme d'éducation, que ce soit en ligne ou en personne pour les entraîneurs ou les kinésiologues du Québec. Donc, si vous voulez apprendre un peu plus sur la biomécanique, l'hypertrophie, l'évaluation du client, bref, tous ces sujets-là, on vous a récolté un petit pourcentage de rabais que Phil va vous parler. En fait, on va faire ça super simple. Tu t'en vas sur quantumtraining.ca, tu utilises le code promo ENCLAVE10 quand tu achètes une formation en ligne ou en personne, puis tu vas avoir 10% de rabais qui va s'appliquer sur ta commande. Donc, aussi simple que ça, quantumtraining.ca. Yes. Cette semaine, on a reçu Charles-Antoine Sinotte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas peut-être de nom, en le fond, c'est un des deux animateurs de l'émission Les Partants à TVA Sport en semaine. Donc, il parle principalement de hockey parce qu'on est au Québec, mais il parle de plein d'autres sports. Donc, un ancien joueur de football aussi. Il y a une maîtrise en psychologie du sport. Il y a un bac en éducation physique. On a parlé de quoi avec lui aujourd'hui? Pour de vrai, on a parlé de tout. C'est pas plus compliqué. Ouais. On a vraiment parlé de tout. On a parlé de sport, on a parlé de football, de hockey, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, que ce soit NHL, NFL. On a vraiment fait un wrap-up de tout. On a même rentré dans la psychologie sportive un peu. Puis, pour vrai, c'était juste une discussion ultra intéressante. Puis, que j'en ai appris dans la discussion. Fait que je ne verrais même pas pourquoi vous ne l'écoutez pas. Fait que là, je vais arrêter de parler. Je vous laisse avec ce podcast, avec Charles-Antoine Sinotte, qui était pour de vrai merveilleux. Yes. Bon podcast, tout le monde. Les vieilles écouteurs. Mais là, je vais essayer le micro, il est comme. Je vais essayer de le mettre. Bon, excusez ma barbe, je me rasais pas pendant. C'est correct. Je te reconnaissais pas, moi. Tu verrais les premiers podcasts qu'on a fait en Zoom, la barbe que j'avais, je veux dire, c'était quelque chose. Ouais, c'est ça, hein? Quand t'es pas obligé, là, tu t'en rends compte que t'as pas les mêmes prêts. Je me rasais à tous les jours avant, tu sais, puis là, fuck off, ça fait un mois, je pense. Moins cher de lame dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. T'économises partout où tu peux. Ça me coûte plus, je mets plus de verre de contact. J'ai des verres de contact pendant 6 mois, je pense. C'est vrai, à la TV, t'as pas tes lunettes. Je les mets pas souvent, tu sais. Ouais. Je m'en fous dans ce moment. J'ai plus de critères d'hygiène. C'est des... c'est ça. Oh. Le stream. Oh, parfait. All right, on start ça? Ouais, moi, je suis Yes, sir. Excellent, parfait. Fait que c'est pas mal déjà starté. On va sûrement mettre ce petit bout-là avant, mais moi, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de ton parcours, mais volet, mettons, football un peu plus. Moi, je viens de la région de Trois-Rivières, donc j'ai commencé, comme c'était souvent le cas à l'époque, en secondaire 1. Outre Montréal, il n'y avait pas tant d'options pour le foot avant la première année de secondaire, donc je joue au hockey, au soccer. Quand je suis rentré au secondaire, j'ai opté pour le foot et le basket. Le basket, ça n'a pas duré tellement longtemps parce que j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. J'ai terminé mon secondaire en sport-études football, puis là, on se ramène il y a une vingtaine d'années, donc le sport-études n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était vraiment une belle opportunité à ce moment-là de vraiment plonger à 100% dans le foot. J'ai confirmé ma passion. Je suis allé au cégep à Trois-Rivières. Puis à l'époque, c'était un des meilleurs cégeps au Québec. On a gagné le bol d'or, le championnat provincial à chacune de mes années. J'ai vraiment eu des belles années de foot, mes premières à l'époque à Trois-Rivières. Ça a vraiment confirmé mon choix. Puis au travers de ça, après le cégep, bien évidemment, oui, tu as le choix sportif universitaire, mais qui vient avec un choix académique. J'étais quand même assez confus à l'époque. Mais ma passion pour le sport était tellement en train de se démontrer que je voyais que je voulais que ça fasse partie de ma carrière. Longue histoire courte, j'ai opté pour McGill. C'était une belle opportunité académique, évidemment. Il m'avait démontré de l'intérêt. C'était une option football pour moi intéressante pour essayer de jouer rapidement, mais en ayant une éducation internationale. Mais j'avais un petit peu de difficulté à savoir exactement ce que je voulais faire professionnellement. Donc, en tout cas, j'ai fait des changements de programme académique jusqu'à me
faire choisir le bac en éducation physique. Je venais d'une famille d'étudiants, d'enseignants, pardon. Puis là, je fais une petite parenthèse professionnelle, mais vous allez voir qu'elle revient au foot après. C'est ça, j'étais intéressé par l'enseignement, je n'étais pas convaincu d'avoir une passion pour l'enseignement, mais je voulais travailler dans le monde du sport, fait que ça m'a permis de faire ça. Tout en jouant au foot. Puis à McGill, ben justement, moi, je suis arrivé à McGill l'année après le scandale d'initiation. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ça, là, le ballet, puis tout ce qui avait pris des proportions gigantesques dans les médias. Et moi, c'était vraiment l'année après, donc je me suis informé à savoir ce qui était vraiment arrivé, puis ça avait été vraiment amplifié. Ça pour dire que l'initiation de ma première année a été assez tranquille et sous forme de suggestion. Mais ça m'a permis, justement, parce que le programme ne veut pas être dans une période un peu noire, mais ça m'a permis d'avoir du temps de jeu rapidement. Fait que dès mon premier match universitaire, alors que j'avais jamais... c'est drôle parce que je suis arrivé à l'université, j'avais jamais de ma vie fait une équipe d'étoiles, été capitaine, eu des stats, quoi que ce soit. J'étais un joueur quand même marginal, adéquat, mais puis là, à ma première année, j'ai été partant. À la deuxième, j'ai battu des records canadiens. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Ça ne m'avait jamais vraiment arrivé, mais en même temps, l'équipe avait vraiment des difficultés. Fait que c'était comme un drôle de parallèle. Je connaissais mon meilleur football à vie et de loin, mais l'équipe gagnait vraiment peu souvent. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était complètement l'inverse. Ça a été un défi particulier, mais quand même, ça m'a permis vraiment de m'exprimer au foot. Puis après avoir battu des records canadiens, j'étais là, bon, là, clairement, je peux continuer dans ce sport-là. J'ai l'impression de tirer mon épingle du jeu. Et j'avais été invité à ce moment-là au Combine de la CFL. À l'époque, il était structuré en fonction de 50 Canadiens qui étaient choisis par les équipes, qui étaient amenés à Toronto. Puis je suis un peu comme dans la NFL, mais avec une moins grande envergure, là, tous les tests physiques, puis les équipes sont là, ils font des entrevues, tout ça. Puis suite au Combine, qui avait quand même bien été, mais mes tests physiques étant pas dominants, j'ai jamais été un athlète d'un point de vue physiologique là, exceptionnel. Je n'étais pas le plus grand, pas le plus gros, pas le plus rapide. Le volley-football allait bien. J'ai pas été repêché, puis j'ai même pas été invité à un camp d'entraînement. Fait que ça a été un moment assez particulier. Tu viens de connaître 4 de tes plus grosses saisons sportives. Tu penses pouvoir aller chercher le prochain niveau. Puis finalement, tu n'as même pas l'opportunité de te faire valoir. Je suis revenu pour ma dernière année universitaire avant d'aller jouer en France. C'est un peu le même principe que le hockey européen, mais c'est moins développé. Là. Bien évidemment, la culture hockey en Europe est un petit peu plus grande que la culture du foot américain, mais quand même, depuis 25-30 ans, ils jouent au football américain. Fait il y avait le droit, par exemple, en France, moi j'étais en première division. La règle de la première division, tu avais le droit d'amener 2 étrangers, donc 2 non-européens. La plupart des équipes là-bas faisaient venir des anciens joueurs de la NCAA. Il y en avait certains aussi qui avaient eu des try-outs dans la NFL et tout ça. Certains avaient joué dans la CFL. Et nous, notre équipe à Grenoble tenait vraiment à ce qu'il y ait un lien francophone. Parce qu'au-delà des performances football, ils voulaient que les joueurs de l'équipe qui payaient, là, sans dire que c'est une ligue des garages, c'est un principe de club. Là, donc, ils font partie du club, ils grandissent. Mais rendu là, oui, il y a des joueurs étrangers qui sont payés, mais le reste de l'équipe, c'est des bourses, peu importe, de 200-300 € pour jouer. Fait qu'ils voulaient justement qu'il y ait non seulement des coéquipiers de talent, mais aussi des gens qui pouvaient leur transmettre les connaissances football. Puis pour eux, le français, c'était super important. Fait qu'ils nous avaient amenés, on était 2 anciens de McGill, 2 francophones. Puis je suis allé jouer une année là, sauf que ça, c'est une histoire un peu à la film Keten de sport. Moi, j'ai joué receveur toute ma vie. Puis, quand ils m'ont embauché, bien, il y avait besoin idéalement d'un corps arrière, mais surtout d'un joueur qui allait pouvoir avoir le rôle de joueur-entraîneur, comme Reggie Dunlop, Slapshot, puis de pouvoir développer le livre de jeu, puis appeler les stratégies dans le caucus. Puis après le premier entraînement que je suis arrivé, bien, le corps arrière de l'équipe, un corps arrière français, s'est blessé. Puis il n'était peut-être pas nécessairement complètement adéquat. Donc, au deuxième entraînement, je venais d'arriver, j'étais encore sur le décalage horaire, là, je devenais corps arrière de l'équipe. J'avais joué corps arrière une saison quand j'avais 11 ans. Fait que ça a été un trip de foot incroyable. Puis j'ai juste fait une année parce que je suis retourné à l'école. Je parlais tantôt de mon choix académique. Je voyais que je voulais pousser dans le domaine sportif et j'ai fait une maîtrise en psychologie sportive. C'est ce qui m'a forcé à revenir après une saison. J'aurais pu continuer d'y aller 6 mois par année, mais je voulais me reconcentrer sur mes études.
Puis après, tu n'as jamais voulu rejouer au foot, mettons, un coup que tu as fini ta maîtrise? Non, ben, tu sais, ma transition, a été quand même intéressante parce que j'ai eu la chance quand je suis revenu à la maîtrise, puis ma maîtrise, je la faisais à McGill. Fait que c'était la saison suivant ma dernière comme joueur. Moi, je suis parti jouer l'hiver en France, je suis revenu, puis là, en septembre, le foot universitaire reprenait. Et à ce moment-là, ma maîtrise était en psychologie sportive, mais on étudiait le coaching, donc la science du coaching de haut niveau. Puis en même temps, j'ai eu une offre pour coacher avec l'équipe de foot des Redmen à l'époque. Donc, j'ai comme fait une transition physique, mais mentalement, j'étais quand même encore stimulé. J'avais encore le même lien avec mon sport. Fait que ça a facilité la fin. Puis honnêtement, quand je suis parti jouer en France, inconsciemment, je le savais. Il y en a qui veulent jamais arrêter, puis c'est une façon de faire, mais moi, on dirait que j'étais en train de faire mon deuil. Il me restait une saison à jouer, je pouvais voyager en France, tout ça, vivre un peu ce que je n'avais pas vécu pendant mes années universitaires. Mais j'étais encore passionné par mon sport. Fait qu'en coachant, ce que j'ai fait avec les receveurs, la transition s'est faite à merveille, j'ai fait mon deuil. Puis en plus, cette même saison-là, pendant que j'étais en France, Radio-Canada m'a offert d'analyser les matchs qui étaient à Radio-Canada à l'époque. Fait que le samedi, j'allais faire un match à la télé. Pendant la semaine, je coachais, puis la fin de semaine, je coachais aussi quand ça concordait avec l'horaire de la télé. Ça pour dire que j'étais quand même à 110 % en mode football de haut niveau. Fait que ça m'a pas laissé amer par rapport à ça. Puis 2 ou 3 ans après, j'ai essayé d'aller jouer dans une ligue de garage, là, dans le fond, de football. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me blesser. Tu sais, quand tu n'as pas ce mindset d'athlète de haut niveau, que tu sais que le lundi, tu travailles, c'est le foot. Au hockey, ligue de garage, oui, ça peut être intense, mais le but du jeu n'est pas de frapper l'adversaire. Le volet, tandis qu'au foot, il y a quand même des contacts à chaque jeu. En tout cas, fait que ça aussi, ça m'a confirmé que je ne m'ennuyais pas de foot quand je suis allé 2-3 matchs dans une ligue de garage. Je me suis dit, honnêtement, au pire, je vais aller jouer au flag, là, mais je n'ai pas le goût de me faire frapper la fin de semaine. Ça fonctionne comment, mettons, le recrutement le football universitaire? C'est parce qu'il n'y a pas de draft, il n'y a pas de... C'est un processus de recrutement. C'est assez intense. C'est la raison pourquoi au football universitaire québécois, canadien, la majorité des programmes ont 3, 4, 5, 6 entraîneurs à temps plein. Donc, même si la saison est condensée en 3 mois, mais ces entraîneurs-là ont différentes fonctions, dont celle de recruteur. Et le recrutement se fait vraiment un processus de vente avec les étudiants au collégial. Il y a de plus en plus de barèmes, de règles qui dictent un peu ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, parce qu'à un moment donné, c'est devenu un free-for-all. Les joueurs se faisaient appeler, texter sans arrêt, parce que c'était nouveau. Parce qu'avant, c'était un processus qui était plus naturel. Il y a 20 ans, il y avait seulement 2, 3 universités. Il n'y avait pas des tonnes d'entraîneurs à temps plein. Fait que, le volet académique était priorisé. Mais là, à partir du moment que tu professionnalises ton sport, les entraîneurs doivent justifier leur salaire en ayant des résultats. Puis le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Il faut t'amener de l'eau au moulin pour performer. Fait que c'est un processus de vente hallucinant. Fait qu'ils vendent l'école, vendent ton programme académique, vendent l'équipe de football, vendent ta capacité à jouer ou non, vendent les trophées, vendent les résultats. Fait que ça se passe là, pendant ta 2e, 3e année collégiale. Puis, à un moment donné, tu fais ton choix. Puis, justement, ça va aussi avec les admissions universitaires. Il faut que tu sois admis à l'université en question, dépendamment des institutions et des critères différents. Mais c'est vraiment un processus assez intéressant puis intense. Puis, ça commence secondaire. Les jeunes en secondaire 3, 4, 5 se font recruter par des entraîneurs collégiaux. Il y a presque une trentaine de cégeps au Québec qui jouent au football. Et, je dirais, le 2/3 a des entraîneurs à temps plein. Il n'y en a peut-être pas 5, mais il y en a 1 ou 2. Et c'est le même principe. Fait que les entraîneurs collégiaux commencent à recruter à temps plein les étudiants de secondaire qui ont 14, 15, 16 ans. Puis ça se transpose ensuite à l'université. Est-ce qu'il y a des camps, mettons, tu sais, comme au hockey, tu as des camps où tu peux te faire inviter ou tu peux déjà te faire confirmer? Ou est-ce que l'universitaire, c'est vraiment un coup que tu as choisi ton école, que tu t'es fait comme recruter, tu fais déjà partie de l'équipe ou tu as encore des trucs à prouver pendant un camp? À l'époque, c'était un petit peu plus comme ça. Tu avais un camp d'entraînement, puis là, ils te découvraient souvent, mais là, parce que le processus de recrutement est tellement avancé, c'est quand tu arrives à ton camp d'entraînement à l'automne,
ou à l'hiver. Si jamais tu décides d'entrer à l'université et de faire une session en janvier, bien là, tu arrives, puis souvent, quand avec le processus de recrutement, il y a un processus de bourse, parce que les entraîneurs ont droit à des bourses académiques. Quand tu promets, puis c'est plus compliqué que ça, là, mais pour vous résumer, là, quand tu promets une bourse académique, le joueur ne peut pas être coupé. Fait que, puis souvent, les entraîneurs ont passé tellement d'heures sur le joueur qui va faire l'équipe, puis qui vont lui donner au moins une année ou deux pour vraiment bien se développer. Il ne faut pas oublier qu'au travers de tout ça, le jeune est à l'école. Fait que ça devient un peu vicieux de couper un gars alors qu'il est déjà inscrit dans ton. Puis qu'il a déménagé dans cette ville-là. Fait qu'habituellement, là, sans dire que le processus de recrutement est final, les jeunes savent et les entraîneurs savent à quoi s'attendre. OK. Qu'est-ce qui explique, mettons, selon toi, que le football universitaire est aussi comme puissant au Québec et que le hockey universitaire est quasiment inexistant? C'est une super bonne question, puis c'est une question assez complexe, là. Je vais essayer de résumer la situation. Si je commence, par exemple, avec le hockey, là aussi, c'est une discussion qui pourrait en soi durer une heure, là. Mais c'est clair qu'il y a deux pyramides de développement parallèles en ce moment facilite pas le tout, mais en même temps, on se rapproche d'un développement scolaire intéressant parce que tout le bas de la pyramide scolaire s'est tellement développé dans les rangs secondaires et collégiaux dans les dernières années. C'est juste qu'il n'y a pas encore une finalité qui est égale à la finalité du développement public ou du développement civil. Voilà, exact. C'est ce que je cherchais parce qu'on le sait, le niveau universitaire n'équivaut pas à la LHJMQ, sauf que représentent chacun le haut de leur pyramide respective. Fait que c'est clair que le portrait est en train de changer, puis on est en train de se rapprocher, ce qui fait en sorte qu'avant, cette finalité universitaire était comme un plan B. Souvent, on voit les gars de la LHJMQ qui peuvent rouler leur boss un peu dans la East Coast, dans la Ligue américaine, puis ensuite dire, bon, regarde, je veux continuer de performer, mais je veux surtout aller sécuriser mon avenir professionnel avec un bac. T'sais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans les derniers mois, la famille Molson a fait un don, si je ne me trompe pas, d'1 million à l'UQAM pour mettre en place une structure de hockey universitaire. C'est clair que là aussi, avec l'augmentation de l'offre, probablement que le calibre va être supérieur. Et quand tu auras une ou deux générations de hockeyeurs scolaires qui ont goûté aux bienfaits du sport académique, ben peut-être que parce que là, ça va devenir un processus de vente. À un moment donné, potentiellement, le jeune va devoir choisir entre la LHJMQ et le hockey universitaire canadien. En ce moment, il a à choisir entre LHJMQ et le hockey universitaire américain en termes de processus de développement. Fait que là, si ça fait 2-3 générations qui amènent du succès scolaire, peut-être que lui et ses parents vont commencer à opter pour le hockey universitaire canadien. Et là, souvent, ça en prend un pour qu'il y en ait un deuxième. Ça prend une histoire de réussite pour que ça en amène un paquet d'autres. Donc, ça, c'est la parenthèse un peu de développement académique versus civil. Mais en même temps, tu vois le hockey, puis c'est drôle parce que souvent, quand les gens analysent les difficultés de développement de Hockey Québec, ils le font, pour moi, un peu trop en silo. C'est-à-dire que, bon, mais là, le hockey, c'est plus ce que c'était. Avant, on était une pépinière, on l'est beaucoup moins. C'est de la faute à Hockey Québec. Sans dire que Hockey Québec est parfait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Football Québec, avec le RSEQ. J'ai eu des emplois administratifs à temps plein avec ces deux organismes-là. Je connais quand même la gestion du sport amateur au Québec. C'est plus compliqué que de juste dire il n'y a pas de résultats, donc Hockey Québec, c'est de la merde. On l'entend beaucoup trop souvent. Il ne faut pas oublier non plus que pendant des décennies, les meilleurs athlètes au Québec, presque exclusivement, optaient pour le hockey parce qu'ils voyaient en soi une finalité. Vous le savez, vous travaillez dans le monde du développement sportif, vous êtes des kinésiologues. Un bon athlète, c'est un bon athlète. Un bon athlète qui s'investit dans une discipline a souvent autant de chances de se développer que dans une autre discipline, à moins qu'il y ait des principes physiques. Je ne peux pas demander à un athlète en hockey de devenir professionnel, nécessairement au basket. Par contre, tu prends un athlète pur, un prodige, entre guillemets, puis tu le développes, c'est clair que tu l'enlèves à une autre discipline. Moi, j'ai eu la chance de jouer et de coacher Laurent Duvernay-Tardif. Là, maintenant, on le voit comme un joueur de ligne gigantesque, mais la réalité, c'est que si Laurent Duvernay-Tardif avait décidé de choisir le hockey à l'époque, il y a des bonnes chances que Laurent Duvernay-Tardif soit dans la LNH en ce moment.
C'est un gars de 6'5", 230 livres, ce qui était quand je le côtoyais. À McGill, il était sur la ligne défensive. C'était 6'4", 6'5", 230. Ben, on en connaît un paquet des joueurs de 6'5", 230, mettons, défenseurs dans la LNH ou gardiens qui ont du succès parce qu'ils sont mobiles, parce qu'ils ont de l'explosivité, parce qu'ils ont de la vitesse. Donc, ça pour dire que quand tu prends en considération que le football a développé un paquet d'athlètes professionnels dans les 20 dernières années, que le soccer est en train de le faire aussi depuis 10 ans et que le basket, dans les 5 dernières années au Québec, mais depuis 10 ou 15, le Canada le fait, il ne faut pas non plus oublier que cette centaine d'athlètes professionnels dans d'autres sports auraient probablement représenté le Québec dans la LNH. Les gens souvent oublient que les autres sports ont tellement poussé dans les dernières années, puis la population est la même. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir le même nombre d'athlètes professionnels dans tous les sports. Je pense aussi revenir à la question pourquoi ça n'avait pas autant, mettons, d'engouement, le hockey que le football, disons, scolaire. C'est, de un, ben, souvent la finalité, comme universitaire, il manque beaucoup d'équipes au Québec. C'est une question aussi de financement. Justement, on a vu, mettons, Molson qui a donné 1 million. Puis, moi, étant à l'UQAM, je ne sais pas si je suis supposé dire ça. J'ai entendu dans les branches qu'il manque encore beaucoup, beaucoup d'argent pour amener une équipe. C'est ça. Autant c'est beaucoup, 1 million, autant c'est pas tant que ça. Parce que c'est le million, après, on ne connaît pas tous les détails, mais c'est pas 1 million par année pendant 20 ans. Puis les frais d'opération d'une organisation sportive qui inclut pour justement, si tu veux rivaliser éventuellement avec la LHJMQ, c'est 2, 3 entraîneurs à temps plein, c'est un préparateur physique, c'est une structure médicale, c'est un directeur général. Ça dépend comment ça serait perçu dans le sport universitaire. Mais juste ça, 3, 4, 5 salaires à temps plein, sans dire qu'ils font des 6 chiffres, là. Là, déjà, tu te rends compte que le budget d'opération est assez élevé, plus le voyagement. Fait que, 1 million est intéressant pour lancer les activités, mais pour le fonds de roulement, même si tu places 200 000 puis tu fructifies un peu à chaque année pour te donner des moyens. On est loin d'un budget d'opération sur 20 ans d'une équipe de la LHJMQ qui a aussi en moins que ça n'est vraiment pas bien, mais qui a des revenus de vente publicitaire, des revenus de vente de billets, et ainsi de suite. Il y a tout ça aussi qui fait un gap entre les deux niveaux. Ouais, c'est dommage parce que justement, souvent le monde ne le voit pas parce que ça passe pas, mettons, à la télé ou comme la LHJMQ, mais c'est une très bonne ligue. Pour avoir des amis qui jouent dans cette ligue-là, souvent ils ont passé junior majeur puis ils me disent que c'est meilleur que le junior majeur parce que c'est souvent tous des anciens gars juniors qui s'en vont là pour poursuivre leur étude universitaire. Puis le hockey, vu que c'est quand on veut pas un sport à développement tardif, ben souvent les joueurs ils continuent à se développer. Puis c'est plus du 16 à 20 ans, c'est rendu du 20, 21 ans et plus en montant jusqu'à 25, 26 des fois. Il y a une maturité physique, puis oui, c'est la poule ou l'œuf. Il faut que les gens s'intéressent à un produit pour que le produit leur soit présenté de plus en plus parce que c'est plus complexe. Je fais le pont avec mon rôle dans les médias. Souvent, les gens disent pourquoi il n'y a pas les diffusions d'un paquet de sports amateurs, puis produire télévisuellement un match sur place, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Parce que vous avez probablement déjà vu les vannes de production. Là. C'est comme un genre de gros 10 roues qui est parqué en marge de l'aréna. Tu as une centaine de personnes qui travaillent, mais la vanne en soi, là, ça vaut des millions. Il y a de la technologie là-dedans. Tout ça pour dire que produire un match de sport sur place, et si personne d'autre le produit, tu n'as pas le choix d'être sur place. On voit un match de la LNH, là, RDS ou TVA Sport vont acheter les droits. Fait que, les matchs de l'étranger leur sont envoyés, mais il y a quelqu'un qui le produit à la base. Puis là, tu amènes ça à plus petite échelle. Tu dis, pourquoi on ne présenterait pas des matchs de hockey universitaire? Ça va te coûter des dizaines, parfois même des centaines de milliers de dollars. Produire cet événement-là. Puis il y a un groupe de partisans. Il grossirait probablement s'il y avait une visibilité. Sauf qu'en même temps, la télé, ça reste quand même une business. Fait que là, il faut que tu aies un retour sur l'investissement. C'est beau d'espérer développer le sport, mais à un moment donné, tu ne peux pas juste dépenser en présentant des produits marginaux par rapport au grand public. Là, la LHJMQ est implantée dans des marchés, puis la force de la LHJMQ, c'est aussi le pouvoir régional.
c'est qu'il y a des liens forts avec des plus petits marchés, mais des marchés qui sont quand même suffisamment gros pour faire vivre une équipe, puis entretenir des rivalités régionales, alors que le hockey universitaire, il y a Trois-Rivières, puis encore une fois, moi je viens de Trois-Rivières, je connais quand même bien la donne. C'est difficile d'avoir 700-800 personnes dans les estrades. Fait qu'après ça, de demander à une cinquantaine, soixantaine de milliers de personnes qui n'ont peut-être pas d'attachement pour un match entre les Patriotes de l'UQTR et les Stingers de Concordia, c'est espérer beaucoup par rapport à ce que ça va coûter en développement et en présentation. Ouais. J'aimerais ça comprendre pourquoi aux États, c'est si fort que ça. Mettons, les équipes de hockey NCAA, c'est comme c'est une religion là, pour ceux qui habitent, mettons, dans la région. Ben, juste l'école, mettons, toute l'école, ils ont comme pas de cours pendant que ce soit football ou que ce soit hockey. C'est autant populaire, puis ça pogne. Là, toute l'école va là. Ben, ça, c'est le volet très, très patriotisme des États-Unis. C'est symptomatique des États-Unis dans à peu près tous les départements. Mais le sport est souvent un emblème fort du patriotisme. Donc, c'est clair que c'est ancré dans les citoyens américains justement de s'associer puis de représenter notre alma mater, que ce soit dans les rangs secondaires, collégiaux, professionnels. C'est sûr qu'il y a ce lien-là. L'autre élément, c'est qu'il y a quand même près de 340 millions d'Américains. Juste par la force du nombre, on est 38 millions au Canada, puis on est dispersés. C'est clair qu'en termes de population et de pères d'yeux attentifs au sport, tu as énormément de gens. Puis après ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de campus universitaires. Les campus sont structurés justement d'une façon où ce patriotisme, cette fierté est vraiment poussée. La structure aussi de subvention, alors que nous, on est une... Tu sais, à l'époque au Québec, là, on fait un peu d'histoire, là, mais c'était le clergé qui s'occupait de tout ce qui était communautaire. C'était l'Église qui poussait des initiatives communautaires. Puis le sport en était un. À base, le sport au Québec, c'est communautaire. Fait que nous, dans nos façons de faire depuis des centaines d'années, c'est bénévole, le sport. C'est pour ça qu'on a une culture de parents qui s'impliquent, ce qui est correct. Mais d'un point de vue investissement, c'est plus difficile. Puis on n'a pas cette culture-là de redonner puis d'investir. Puis tu vois, on parlait du football universitaire. Ce qui a fait le succès du Rouge et Or, c'est justement qu'ils ont réussi à créer cette identité corporative, associer un milieu des affaires à une équipe dans le sport amateur, ce qui se faisait presque pas au Québec, dans le fond, quand tu y penses. Alors qu'aux États-Unis, c'est comme ça depuis des siècles. Des siècles, j'exagère, mais quand même, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, eux ont cette notion-là d'investir dans leurs produits locaux, de supporter leur université, de redonner. Dès qu'ils ont une opportunité, dès qu'ils ont des budgets personnels, des salaires suffisants, rapidement, ils vont penser à redonner à leur université parce qu'eux, à l'époque, ont bénéficié de donateurs. Cette chaîne-là est tellement ancrée et est tellement lancée aux États-Unis que, sans se dire que ça se fait par soi-même, on est à des années et des années de ça parce que c'est des mœurs là-bas. Ils créent un sentiment d'appartenance justement avec leur université. Je pense que c'est un peu le même principe. Pour donner un exemple au Québec, je pense que le HEC, c'est une des écoles ou l'une des seules universités qui est comme ça, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de donateurs qui redonnent à l'université, qui ont passé par là. Et tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que sans être du tout le même modèle que le Rouge et Or, le Rouge et Or est allé vraiment plus avec du corporatif. C'est une corporation. Donc, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont investi et qui ont un siège décisionnel. Là aussi, c'est plus compliqué que ça, mais quand même, ils ont une voix dans l'organigramme de l'équipe sportive. C'est vraiment une corporation. Alors que du côté des Carabins, ils ont su rapidement rattraper en termes de qualité le Rouge et Or avec un modèle complètement différent en se basant justement sur la fierté des anciens, sur un réseau international d'anciens. On met beaucoup de l'avant les trois institutions. Il y a la Polytechnique, il y a la HEC et il y a l'Université de Montréal. Donc, dans les dernières années, on l'a vu beaucoup, ça, puis ça a donné des résultats au football. Les Carabins ont été en mesure de se rendre 3 fois à la Coupe Vanier en 9 ans, ce qui est complètement fou. Mais tu regardes les autres programmes, puis c'est souvent indicatif aussi de la qualité du département. Le Rouge et Or n'est pas juste bon au foot. Le Rouge et Or a longtemps été une des meilleures universités de basket.
Le soccer est performant, le volleyball aussi, puis c'est la même chose avec les Carabins. Le soccer est vraiment solide. Le hockey féminin a rattrapé McGill en très, très peu de temps. Donc, ils ont mis à contribution leur structure administrative. Ça a donné des résultats. Fait que l'exemple est vraiment, vraiment très bon. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu, mettons, pas de ton switch de carrière, mais tu me diras si je me trompe, mais tu t'en allais pas pour être analyste au niveau de la TV, mettons, dans ton futur, ou à moins que c'est quelque chose que tu avais planifié. Non, tu as tout à fait raison. J'ai jamais été autant. Je suis un gros, gros fan de sport depuis que je suis tout jeune. Puis autant que je savais que je voulais travailler dans le sport, j'avais jamais même considéré, puis je dis pas ça de façon légère, là, ça n'avait jamais été une option de carrière. Je voulais travailler dans la science du sport, j'anticipais coacher, mais jamais la télé. Puis là, c'est arrivé justement par la bande. Dans le fond, quand je jouais à McGill, j'étais un des seuls francophones. J'avais quand même du succès. Donc, quand notre équipe était à la télé, c'est souvent moi. Puis là, je dis pas ça de façon arrogante. C'était comme ça. Ils venaient vers moi pour faire une entrevue. Puis ils m'ont entendu parler, m'exprimer. Fait que là, quand il y a eu la possibilité, ils voulaient avoir un jeune ancien pour venir analyser à la mi-temps. Bon, ils ont fait le lien avec moi parce que l'année d'avant, j'étais là. Puis, je sais pas, il y avait eu une entrevue ou deux intéressante. Fait que j'ai commencé à faire ça réellement comme job étudiante parce que j'étais à la maîtrise. Fait que la fin de semaine, j'avais une job étudiante de rêve, j'allais faire la télé. C'était une fois par semaine. Puis après ça, à l'époque, Bruno Eppel était à Radio-Canada aussi. Puis, il parlait de la NFL au bulletin de nouvelles du dimanche soir à Céline Galipo. Il y avait ensuite un bulletin de nouvelles. Il est parti pour RDS. Est-ce que tu serais capable de parler de la NFL le dimanche soir? Moi, j'écoutais la NFL religieusement depuis 30 ans. Oui, ça a évolué vers ça. Ensuite, TVA Sport a acheté les droits du football de la NFL le jeudi soir, le Thursday Night Football. Puis là, ils cherchaient un analyste. Ils avaient entendu parler de moi à cause du football universitaire. Ils m'ont fait passer une entrevue. J'ai fait le saut là. Puis après ça, sous le gouvernement Harper, je ne sais pas si vous vous souvenez, Radio-Canada, CBC a perdu toutes ses subventions pour le culturel et le sportif. Donc là, il s'est mis à plus avoir de département de sport à Radio-Canada. Donc TVA Sport a ramassé, en guillemets, a racheté les droits du football universitaire. Et le jour au lendemain, je me suis mis à faire le football universitaire et la NFL le jeudi soir. Mais ça, c'était 2 jours par semaine. C'était comme mon sideline. Et j'avais terminé ma maîtrise. C'est là que j'ai été embauché par Football Québec. J'ai été coordonnateur technique de la fédération. J'ai été coordonnateur du sport universitaire au RSEQ. Je faisais ça la fin de semaine. Je tripais, puis je voyais... Où est-ce qu'il y a un déclic qui s'est fait pour moi? C'est que je voyais la même stimulation dans ce métier-là, à la télé, que quand j'étais athlète. J'adorais le fait de me préparer comme un fou, de connaître 100% de l'information, même si j'allais en utiliser seulement 15%, puis surtout de performer sous pression. Moi, j'associe beaucoup la télé en direct, puis le fait de performer dans une compétition à un moment X, à partir quand le sifflet est sifflé, bien, c'est là que tu performes. Mais moi, le sifflet, je le vois comme la lumière rouge derrière la caméra. Mais en même temps, je me servais de mon background. J'ai fait un bac en éducation physique, donc j'ai appris comment parler et partager mes connaissances sportives. C'est ça que je fais à tous les jours. C'est différemment, c'est pas avec des enfants dans un gymnase, mais la pédagogie, c'est de la pédagogie. Je voyais que ça stimulait, puis j'ai fait de la psychologie sportive. Donc, quand on analyse le slump de Carey Price, puis quand on parle de gestion de vestiaire de Claude Julien, puis quand on parle de leadership d'un Max Pacioretty comme capitaine, du leadership, du coaching, de la gestion de séquences difficiles, c'est de la psychologie sportive. J'étais là, à tous les jours, je mets à contribution ma formation académique. Donc, je suis en train de réaliser le rêve que j'avais de travailler dans le monde du sport. Puis, à un moment donné, j'ai eu un appel au hasard de Salut Bonjour qui cherchait un gars des sports, donc via TVA Sport, c'est le même groupe, avait probablement vu une intervention où j'étais déjà allé à Salut Bonjour parler du Super Bowl, par exemple. Fait que là, ils m'ont demandé de faire le sport la fin de semaine. Donc, à Salut Bonjour Week-end, je devenais chroniqueur de sport. À ce moment-là, j'ai lâché, j'ai quitté mes jobs administratifs. À ce moment-là, j'étais à Football Québec. J'aurais dit, bon, malheureusement, je vais me concentrer sur la télé. Puis à ce moment-là, c'est devenu mon emploi à temps plein. C'est un peu de fil en aiguille, puis d'une expérience à l'autre, que j'ai comme compris ce qui était possible, ce qui pouvait devenir possible avec le monde de la télé. Puis tu vois, ça fait, je pense, 5 ou 6 ans de ça. Donc, ça fait 5 ou 6 ans que c'est mon emploi à temps plein, puis j'adore ça. Là, maintenant, tu es rendu avec ton émission le matin
à TVA Sport. Oui, exact. Ça a été un moment complètement fou aussi parce que, oui, il y avait l'explication sportive, il y avait le volet analyse, mais tout ce qui est animation, sportif ou non, ça aussi, c'est un métier en soi. Donc ça a été une opportunité en or. Puis, je suis biaisé parce que c'est moi, mais comme consommateur sportif, j'ai tellement trouvé que c'était une opportunité en or pour des jeunes. Parfois, c'était les mêmes visages, puis énormément de respect pour eux. Là, c'est des pionniers de la télé sportive, c'est des monuments. Mais il n'y avait pas eu des tonnes de jeunes d'une trentaine d'années qui étaient mis en vedette dans des rôles importants, guillemets, on s'entend, on ne fait pas des chirurgies, là, mais fait, moi, je trouvais ça intéressant comme jeune de 30 ans de voir qu'il y avait du monde, comme je vous dis, c'est bizarre ce que je dis parce que c'est moi, mais comme consommateur, moi, j'étais prêt aussi à entendre quelqu'un qui parlait mon langage. Tu sais, qui avait les mêmes références que moi, qui était de la même époque, qui avait le même vocabulaire, qui avait les mêmes modèles, dans le fond, dans le monde du sport. Fait que ça a été une opportunité en or. Puis on nous a donné beaucoup, beaucoup de latitude, justement, moi puis Jean-Philippe Bertrand, mon co-animateur, que l'émission soit à notre image. Tu sais, oui, il y a des paramètres, oui, il y a des principes à respecter, il y a des règles de télé qu'on s'est fait enseigner, mais en termes d'opinion, en termes de contenu, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de latitude. Fait que ça nous a permis d'être nous-mêmes puis de bâtir une conversation entre deux gars complètement différents, mais de 30 ans. T'sais, JP a 38, je ne me trompe pas, moi j'ai 33. Fait, on n'est pas exactement de la même époque, mais quand même, on a des références un petit peu plus propres à nous. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de l'émission, que c'est propre à vous, que vous avez eu la carte blanche, mettons, à le faire selon vos propres, pas croyances, mais vos propres intérêts, puis votre vision. Ben, c'est gentil, puis ça, c'est vraiment le privilège. C'est un privilège en général de faire ça, mais ça, c'est un privilège qu'on constate là, à chaque jour, à chaque émission. Ça, mettons, c'est comment? Mettons, te préparer pour ces missions-là, j'imagine, faut que tu checkes tous les sports, tu fais quasiment rien que ça, en fait. Puis ça revient au principe de, tu sais, moi, comme athlète, tu te préparais, on regardait des bandes vidéo, là, une vingtaine d'heures de bandes vidéo, puis là, quand tel joueur réagit de telle façon, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Finalement, tu te sers juste de 10 mais tu ne sais pas lequel 10 mais peu importe lequel, tu es prêt. Bien, pour l'émission, c'est la même chose. Oui, on a une structure, oui, on a des blocs préétablis, de telle heure à telle heure, on parle de tel rendez-vous sportif, mais il y a toujours de l'improvisation. Parce que parfois, on prend des appels, donc on devient en mode discussion avec des gens à la maison. Donc, on était un peu à la merci de leur point de vue. Deux, aussi, il y a des nouvelles qui tombent pendant l'émission. On est en interactif, on suit pendant l'émission, on suit ce qui se passe sur Twitter. Donc, il faut que tu sois quand même capable de te revirer de bord. Puis pour te virer de bord, il faut que tu aies les connaissances pour que tu comprennes telle nouvelle. Pourquoi tel échange, telle transaction est importante? Qu'est-ce que ça représente en temps réel? Fait que souvent, la préparation en amont, tu ne sais pas de quoi tu vas te servir, mais tu dois absolument être au courant d'à peu près tout parce que quelqu'un te sort telle info de tel Grand Prix de F1 qui n'était pas au programme dans ton émission, mais qui a eu lieu dans les derniers jours. Ben, tu vas être capable de rebondir avec cette personne-là et d'interagir parce que c'est une chose qui m'intéresse moi, mais la beauté du sport, c'est que tout le monde fait une consommation différente du sport. Fait que si tu veux faire de la place au point de vue de telle personne, il faut que tu sois capable d'embarquer dans sa conversation. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de préparation. En même temps, c'est un luxe, parce que je suis dans mon fauteuil, puis j'écoute la game, la compétition, le match, comme la majorité des gens, mais ça fait partie de mon emploi. Mais je le regarde vraiment différemment. Puis ça, c'est un gros constat que j'ai fait, surtout dans les 2 dernières années. Le sport, c'est souvent du divertissement, ou c'est un moment d'évasion. Tu reviens chez vous, tu as la tête pleine de la job, là, tu te sers du match pour penser à rien. Moi, c'est l'inverse. Pendant le match, là, je suis sur mon téléphone, puis je prends des notes, là, c'est incroyable. Le lendemain, là, je copie mes notes sur mon ordinateur, puis j'ai à peu près 5-6 pages de notes pleines parce que je suis en mode opinion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai pensé de la performance de ce joueur-là? Et rapidement, tu te rends compte que tu ne peux pas te souvenir de tout. Fait que, tu sais, moi, j'écoute le match vraiment actif, de façon active, alors qu'habituellement, on est passif, on est relax, tu prends un verre, tu décontractes.
moi, c'est ma job de rêve, assurément, mais où est-ce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation sportive et beaucoup de notes, beaucoup d'analyses pour être au courant de tout. Est-ce que, vu que c'est une émission qui est faite à Montréal, au Québec, tu as l'impression qu'il faut que tu backes un peu les Canadiens ou tu peux te laisser aller en disant OK, non, ça n'a pas de sens? Ben, c'est une bonne question. Puis en même temps, c'est fou parce que tu es un peu à la merci de l'époque et de l'équipe de cette époque-là. Nous, on est en ondes, ça fait 3 ans. On s'entend, c'est une des périodes les plus sombres peut-être de l'histoire du Canadien de Montréal. Fait que tu peux pas inventer du positif. En même temps, moi, peut-être justement parce que c'est devenu mon métier, je suis un petit peu moins émotif. J'analyse ce que je vois. Fait que quelque chose de... Au-delà d'une défaite collective, s'il y a des éléments positifs individuels, je me sens pas mal d'en parler, puis j'ai pas l'impression de rendre service aux Canadiens. Si je vois du positif, j'en parle parce que je l'ai vu concrètement. Peut-être que l'addition de l'individualisme positif ne donne pas des résultats collectifs. Mais bâcher, même moi, à la base, je suis un petit peu plus optimiste que pessimiste. Je trouve ça lourd, surtout sur 82 matchs, puis 12 mois, d'être toujours négatif. Enfin, c'est dosé parce que je ne peux pas faire comme si l'équipe était incroyable. En même temps, je peux reconnaître certains points positifs qui sont présentés par l'organisation parce qu'à un moment donné, eux aussi font du marketing et essayent de mettre de l'avant le positif, les jeunes, les choix repêchages, blablabla, tout ce qu'on connaît. Mais il y a quand même une partie de vrai là-dedans. Il y a quand même une partie de construction d'une organisation sportive qui sont en train d'essayer de faire. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas encore. Mais est-ce qu'il y a des pas positifs pris? Probablement. C'est sûr que moi, ça m'intéresse d'en parler parce que dans le sport professionnel, puis moi, je compare souvent, les gens sont souvent en mode hockey, puis c'est parfait, c'est notre religion. Mais moi, je viens du monde du football, puis je connais beaucoup les formations de la NFL depuis 20 ans. Puis je m'intéresse énormément au basket aussi. Le basket est un petit peu différent de par l'importance de joueurs individuels, mais il y a presque aucune équipe dominante dans le sport professionnel construite de la façon que les gens à Montréal voudraient que l'équipe soit construite. C'est-à-dire rapidement, puis en allant chercher des gros noms, puis des agents libres, puis de faire des grosses signatures, puis de faire des splashs. Les gens aiment le splash parce que ça leur donne un sentiment positif. Le 1er juillet est bien plus le fun si le Canadien est actif. La date limite de transaction est bien plus le fun si le Canadien est actif. Mais rationnellement, c'est pas comme ça que les grandes organisations sont développées. Puis, au-delà du sport, dans n'importe quelle grande organisation, il faut que tu fasses une culture d'entreprise. Il faut que tu recrutes des bonnes personnes qui ont leurs bonnes chaises, puis que tu leur transmets le message, puis là, tu rajoutes du monde progressivement. Fait qu'on on a souvent la solution miracle à Montréal. Mais là, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Fait que les gens sont vraiment fâchés. J'ai une longue réponse pour vous dire que non. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il faut être positif. Mais je pense que tu peux analyser une situation plus qu'avec juste des résultats puis l'absence d'une équipe en série pendant 3 ans. Ouais. Lequel des sports que tu aimes le plus analyser ou parler, mettons? C'est une bonne question parce que mon sport à base, c'est le foot. C'est ma job d'analyser des matchs de foot en temps réel. J'adore ça. Le hockey aussi parce que on a tellement un contact émotif, comme je disais, puis fort avec les gens. Les gens nous appellent le matin puis ils veulent partager. C'est le fun, c'est un privilège, ça. Mais moi, je me rends compte que le sport qui me donne le plus d'émotion, c'est le sport olympique. Parce qu'il y a un paquet de facteurs, comme bien des gens, il y a le volet patriotisme, il y a la foi aux 4 ans ou la foi aux 2 ans. Puis il y a l'histoire, toute l'histoire amateur derrière une conquête, une médaille, tout le travail en amont, tout ce qui est fait loin des projecteurs, alors que dans le sport professionnel, tout se fait devant les projecteurs 24 heures sur 24. Eux, pendant 5 minutes aux 4 ans, ils ont l'attention du monde. Moi, ce processus-là, je le trouve fascinant. Puis souvent, ça, c'est peut-être une déformation professionnelle par rapport à la psychologie sportive. Une prestation aux 4 ans, ça nécessite une force psychologique incomparable. Performant à tous les soirs, ça devient un petit peu ta façon de faire.
Mais performer une fois alors que tu as des millions de personnes qui te regardent, ça demande un bagage psychologique, mental hallucinant. Fait que ça, je respecte ça énormément. Puis on dirait que c'est ça qui me fait vivre encore plus d'émotions. Fait que les cycles olympiques, pour moi, c'est plus du travail. C'est comme, on dirait que je vis le rêve de ces athlètes-là en temps réel. Ouais, même, mettons, s'il y a un athlète olympique, j'imagine qu'il a fait deux, trois fois qu'il va aux Jeux olympiques, ça reste que quand même, comme tu dis, c'est une fois 5 minutes aux 4 ans. Fait que j'imagine que c'est quasiment tout le temps comme une première fois comme exemple, Oui. tu me mettrais moi en direct à télé, puis ça, là, je suis parti, je suis pas là. Mais j'imagine que si je le ferais plusieurs fois, comme exemple, j'ai une année de hockey, ben ça devient plus ton quotidien, que tu deviens habitué. Exact. C'est ta normalité à ce moment-là. Puis, je parle des athlètes olympiques, puis on en a 5 ou 6 en tête systématiquement. Il y a des athlètes qui dominent le portrait médiatique, que ce soit Kingsbury, Alex Harvey dans les dernières années, patineur de vitesse courte piste, Marianne Saint-Gelais, Charles Hamelin, Girard qui a pris sa retraite. Mais vous regardez une délégation, puis ils sont 300, 400. Puis ces autres athlètes-là, ils ont exactement le même mandat dans leur façon à eux. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. On en connaît là, quelques-uns, des visages qui reviennent, mais les autres athlètes, c'est leur quotidien puis leur défi à la même hauteur. Toute cette histoire-là, je vois ça complètement différemment du sport professionnel plus nord-américain. Tantôt, tu parlais que tu aimais ça être bon donc, sous la pression quand il y a, mettons, à TV ou au foot. Ça serait quoi tes trucs, point de vue, mettons, de ta maîtrise en psychologie du sport pour des joueurs de hockey qui ont un peu plus de misère à performer sous la pression dans des matchs importants ou des tournois? La notion la plus importante de performance, pour moi, c'est le sentiment de contrôle. C'est pour ça qu'à la base, on s'entraîne puis qu'on répète des mouvements, qu'on répète des stratégies pour avoir l'impression de les maîtriser. À partir du moment que tu te sens en contrôle, intérieurement, tu as une séquence physiologique qui est complètement différente. Tu as des signes physiques, des signes cardiaques qui sont complètement différents. C'est toute la notion du stress. Le stress étant une bonne chose, mais il y a, là, ça c'est un petit peu plus scientifique, mais en fait, on comprend bien, c'est le stress et la détresse. On sait c'est quoi la détresse, c'est sentir qu'on n'a pas le contrôle, qu'on ne sera pas capable d'y arriver, qu'on a les mains moites, qu'on a le cœur qui nous débat. Le stress étant du stress positif, où est-ce que c'est important de sentir la gravité d'une situation, de se mettre en mode attentif, de savoir qu'il faut performer. Tout ça étant dire que quand tu as l'impression d'être en contrôle, quand tu as l'impression d'avoir vécu déjà la situation dans ta tête, là je fais référence par exemple à de la visualisation, la visualisation étant d'anticiper une situation, de savoir qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas ressentir quand tu vas mettre le pied sur la patinoire, qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas ressentir quand tu vas te rendre compte qu'il y a 2000 personnes, qu'est-ce que tu vas ressentir quand il va rester 5 minutes en troisième période puis ton chiffre peut être clé. Mais si tu l'as déjà vécu à microdose, bien, c'est prouvé que ton corps a une sensation de déjà-vu, donc une sensation de contrôle, donc un stress qui devient beaucoup plus positif. C'est comme, oh, OK, je comprends, je suis conscient que la situation est d'envergure, je suis conscient que mon rôle est clé, mais j'ai le goût de prendre ce défi-là de front. J'ai le goût de faire la différence. Alors que si tu n'as pas cette sensation de contrôle-là, tu tombes en détresse. Ah non, pas moi, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je fasse une erreur, il ne faut pas que je l'échappe, il ne faut pas que je manque le but. Fait que là, tu tombes en mode négatif sur ce que tu ne dois pas faire au lieu de sentir que tu vas faire ce qui est attendu de toi. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. C'est un gros processus de préparation mentale, mais c'est là que vient en ligne de compte la visualisation qui peut être bien faite. C'est qu'elle va te sentir en contrôle. Puis, mettons, pour résumer le tout, là, la meilleure façon de reprendre le contrôle avant une compétition, tu es dans la chambre, il te reste 10 minutes, puis là, tu es toi tout seul avec ta musique. Ben, dès que tu vas te sentir une petite sensation de contrôle, ça va te réconforter. Puis la façon la plus facile et simple de reprendre le contrôle, c'est de contrôler notre respiration. Tu sais, on dit souvent respire, puis des fois, c'est comme galvaudé. Mais ce que ça veut dire, c'est si tu reprends le contrôle de ta respiration, souvent, tu reprends le contrôle de ton rythme cardiaque. Puis déjà là, tu vas t'apaiser, tu vas dire, bien là,
pas jouer fou, là, je suis quand même capable de me gérer un peu. Puis là, de fil en aiguille, d'une sensation de contrôle à l'autre, ben là, c'est là que tu vas chercher, mettons, ta zone optimale de performance. Toi, si on en revient un peu sur toi, à quel moment est-ce que tu as trouvé que, soit dans ta carrière professionnelle ou sportive, que tu as eu un gros obstacle, est-ce que ça t'est arrivé, puis qu'est-ce que tu as fait pour réussir à surmonter ça? La première grande sensation d'échec, c'est justement quand j'ai pas été repêché dans les Canadiens de football. Puis où est-ce qu'il y avait une certaine colère? C'était pas tant par rapport à ma préparation, parce que honnêtement, j'étais extrêmement assidu à l'entraînement. J'avais tout fait ce que j'avais pu faire. Ce qui me fâchait, c'est que parce que j'avais peut-être pas des résultats physiques impressionnants, j'avais même pas l'opportunité de me prouver dans mon sport, de mettre mes cleats, de mettre mon casque, de mettre mes épaulettes, puis de leur dire, regarde, ça fait 5 ans que je le fais, laissez-moi juste une semaine. Tu sais. Et ça a été frustrant. En même temps, rapidement, ben, ça m'a emmené en Europe. Puis les 6 mois passés en Europe, ça a été les 6 plus beaux mois de ma vie. Pour les raisons mentionnées tantôt, tu sais, que du jour au lendemain, tu sais, mettons, tu joues au hockey toute ta vie, là, pour la première fois, tu es payé. Puis là, tu as joué à l'avant toute ta vie. Puis ils disent, ben, tu sais, tu as suffisamment bien fait pour qu'on te paye, mais tu vas faire la saison goaler. Puis moi c'était ça, tu sais, c'était le jour au lendemain, là, tu es dans le caucus, puis tu as le ballon entre tes mains, puis tu gères la ligne de mêlée. Fait j'ai l'impression que tout ce défi-là qui est arrivé de nulle part, tu sais, je ne m'attendais jamais à ça, m'a tellement occupé, m'a tellement justement stimulé différemment, tout en me permettant de voyager, parce qu'on jouait, tu vois, j'ai été là pendant 7 mois. Puis on s'est rendu en finale, puis la raison où je dis ça, c'est pas pour vous dire qu'on est en finale, c'est surtout qu'on a joué le plus grand nombre de matchs possible dans la saison. Mais on a joué 12 matchs. Faites le calcul, là, 12 matchs sur 7 mois, c'est à peine 2 matchs par mois. Fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de temps libre. Fait qu'on a voyagé, on a fait, je pense, une douzaine de voyages. On partait 3 jours en Italie, 3 jours en Suisse. C'était pas la vraie vie. Fait que là, j'ai vécu un rêve, puis tout en ayant une stimulation sportive, tout de suite après le plus gros échec de ma vie. Puis probablement que si j'avais eu la chance d'aller dans la LCF, ben l'année d'après, j'aurais pas été à la télé parce que j'aurais pas pris ma retraite. Puis là, je regarde aujourd'hui, puis probablement que ce moment-là m'aurait amené dans une autre direction qui aurait probablement été incroyable aussi. Mais tu sais, je regarde aujourd'hui, puis j'ai été comme... Ça m'a permis de changer de direction. Puis aujourd'hui, ben comme si j'avais joué au foot professionnel, je gagne ma vie avec le sport professionnel. En tout cas, c'est peut-être comme ça que j'ai rationalisé, mettons, l'échec. Mais il y en a qui auraient peut-être pu mal virer. Disons, on fait référence plutôt au hockey, que tu joues à l'attaque toute ta vie, puis que du jour au lendemain, tu peux plus jouer, ou que tu t'en vas dans une autre équipe, une autre place, puis ils te disent que tu vas jouer goaler. Il y en a des fois que ça peut juste craquer davantage, j'imagine, le sentiment d'échec ou de pas être capable. Ouais, exactement. Mais tu vois, puis ça, c'est pour moi la plus grosse leçon que j'essaie d'offrir aux jeunes qui font du sport. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arrêter. Ta carrière va s'arrêter, peut-être dans du bon, peut-être dans du moins bon, peut-être à cause d'une blessure. Puis souvent, puis ça, c'est le fameux sujet des transitions de fin de carrière. Tu sais, souvent, quand un athlète professionnel ou amateur arrête et dit, ben, qu'est-ce que je suis d'autre qu'un athlète? Donc, je ne sais pas faire rien d'autre que de performer. Mais ce moment-là, il est important parce que si tu es capable de prendre assez de recul pour te rendre compte que on ne t'a pas seulement montré à jouer au hockey, on t'a montré l'éthique de travail, on t'a montré la gestion du stress, on en parlait tantôt, on t'a montré le leadership, on t'a montré le travail d'équipe, on t'a montré à performer, à apprendre, à communiquer. Mais tous ces éléments-là sont fondamentaux dans n'importe quel domaine. Fait que des fois, pour éviter la chute, là, que quelqu'un tombe en dépression, il faut que tu te rendes compte ce qu'on t'a appris concrètement, pas juste ce que tu faisais. Puis souvent, ces athlètes-là qui font ce constat-là deviennent très, très bons dans un autre domaine. Ça peut être en finance, il y a tout le volet des études qui va avec ça. Puis ça nous ramène à la conversation du hockey académique versus le hockey civil, mais bon. Mais souvent, ces gens-là vont tirer leur épingle du jeu comme ils le faisaient dans leur sport à partir du moment
qui ont arrêté de s'écraser ou de s'apitoyer sur leur sort. Puis ils ont dit, attends, là, je suis bien plus qu'un joueur de hockey. Je suis quelqu'un qui a vécu des expériences que la majorité de la population n'a pas vécues. Qu'est-ce que tu as appris, mettons, ton foot, que tu te sers encore aujourd'hui? Comme un peu tu parlais, là, niveau communication, whatever. Ben, gérer l'intensité. Tu sais, quand ça se met à brasser ou quand, par exemple, l'émission, on est en direct. Je vais faire le lien avec l'émission. L'émission est en direct. Il y a un problème technique. Il y a quelqu'un, le signal ne fonctionne plus. Notre invité n'est pas là. Le sujet ne fonctionne pas. Il y a un changement de dernière minute. Ben, tu as le choix de paniquer ou tu as le choix, justement, de réagir en accéléré. Puis de prendre une décision comme ça, puis de changer de cap sans que ça t'affecte. Ça vient avec la préparation aussi, parce qu'il faut que tu aies quelque chose à dire dans ta nouvelle direction. Mais je pense que moi, le foot, ça m'a montré ça, entre autres. Même qu'il y a de l'intensité, il y a du bruit, il y a de l'adversité, il y a du monde, il y a plein d'affaires. Mais ton cerveau est quand même capable de bloquer tout le reste et de prendre une décision éclairée dans le temps de le dire. Fait que ça, pour moi, je ne sais pas comment ça s'appelle concrètement, mais la gestion du moment. Gestion de l'imprévu. On va appeler ça. Exact. Ton temps de réaction, là, on parle beaucoup de ça pour un athlète. Là, ton temps de réaction, c'est de voir quelque chose puis de réagir. Le temps de réaction, c'est la même affaire au hockey, ça à glace, sur un terrain, dans un bureau, dans un meeting ou à la télé, live devant une caméra. Ouais, la capacité de t'adapter, dans le fond. Exactement ça. C'est bien dit, Hugo. Ouais. Hein? C'est comment avoir des records à son nom? Comment on prend ça? Est-ce que c'est difficile, mettons, de ne pas s'enfler la tête et de dire « Ah ben ouais, je suis hot, j'ai des records » ou vu que c'était pas dans ta personnalité, tu n'as pas eu ce réflexe-là? Ben, moi, j'étais comme un peu... J'y croyais pas au début parce que, comme je disais, ça m'était jamais arrivé. J'ai même pas proche. J'avais jamais... Tu sais, même atome au hockey, tu sais, ou au soccer à 8 ans, j'avais jamais gagné un trophée. Fait que c'était pas normal. Puis en même temps, mais la journée que j'ai battu le record de, peu importe, mettons, de nombre de ballons captés dans une saison, je pense qu'on a perdu 58-3. Fait que tu peux bien faire ce que tu veux avec ton record. Là. La réalité, là, c'est que tu as la tête entre les deux jambes, puis tout le monde autour de toi est ultra déçu, tu es frustré parce que tu t'es préparé pendant une semaine. Fait que ça avait toujours un double goût en bouche. C'est-à-dire, oh, OK, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de quoi que c'est jamais fait dans l'histoire de mon sport. Mais en même temps, on retourne à la maison, puis on s'est fait planter, puis on a eu l'air fou. Fait que probablement que cette gestion de l'humilité est venue un petit peu plus du fait que presque à chaque fois que j'ai eu un record, on s'était fait planter. Ça allait vraiment pas bien cette époque-là à McGill. Fait. Probablement que c'est ça qui a gardé un peu la tête froide. Ouais. Ça doit être plate de te battre des records et perdre tous les games finalement. Tu sais, parce que tu veux pas, tu étais fier de toi. Tu as fait de quoi d'unique. C'est sûr qu'il y a une fierté parce que tu as travaillé tellement fort pour ça. Mais en même temps, le foot, tu es 60 dans une équipe. Fait que, tu peux pas rentrer dans la personne fait, ben non, tu sortis hey, high five, là, il y en a 59 déçus, puis toi aussi, tu es déçu, c'est tes chums, fait que, y a pas c'est une des raisons pour moi que le foot est un sport d'équipe hallucinant. Je veux dire, tu es 60 dans une équipe. Là. Fait que, toute ta part est tellement minime, mais l'addition des parts fait la différence. Là, c'est comment côtoyer Laurent Duvernay-Tardif en tant que soit coach ou coéquipier? Bien, comme coéquipier, les deux, je ne le côtoyais pas beaucoup parce qu'il n'était jamais là. Puis je ne dis pas ça négativement, là, c'est quand même su, mais Laurent, au début, il a décidé d'arrêter le foot parce qu'il se consacrait à la médecine. Là, les coachs ont dit, regarde, viens côtoyer l'équipe, voir ce que tu en penses. Finalement, il y a eu une entente où il était là une fois par semaine. Au foot, tu as 5 entraînements puis tu as un match. Fait que là, Laurent venait une fois par semaine, il partait avant la fin, il était là avant un match. Puis rapidement, il s'est mis à dominer en changeant de position. Parce que quand moi, j'étais là comme joueur, il était sur la ligne défensive. L'année d'après, quand je coachais, moi, je coachais les receveurs. Je ne dealais pas avec lui directement, mais là, ils l'ont changé sur la ligne à l'attaque. Et rapidement, il s'est mis à dominer. Et je l'ai côtoyé plus après que pendant, avec les médias, puis après, son agent, Sacha Gavami, c'est un gars que je connais quand même bien. Fait que je l'ai côtoyé beaucoup après. Puis, c'est ce que les gens
découvre là, depuis 1 an. Là. Moi, mettons, quand je le côtoyais comme joueur, c'était en 2010. Ça fait quand même 10 ans. Puis c'était à chaque jour de faire comme ce gars-là est surhumain. Tu sais, j'ai jamais rencontré un être humain aussi complet que lui. T'sais, on a tous nos forces, nos faiblesses, mais lui a des forces dans tellement de sphères différentes de la vie. Tu sais, c'est un prodige, là, Laurent. Pas juste sportivement. Là, tu sais, c'est un gars qui a une intelligence hallucinante, mais en plus que des capacités sociales, ce que vous voyez, what you see is what you get. Là. Ce gars-là, c'est l'être humain le plus complet que j'ai côtoyé. Puis c'est probablement un des êtres humains les plus complets du Québec et du Canada, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles il performe, c'est inhumain. Crois-tu que c'est inné ou, mettons, moi j'avais lu son livre puis il disait qu'il est allé dans une école un peu spéciale. Donc, crois-tu que ça a eu un gros impact, mettons, soit ses parents ou son environnement, ou c'est inné, lui? Ben, comme dans tout, je pense que c'est un mix des deux. Parce qu'à la base, pour être en mesure de se déplacer comme il se déplace en mesurant 6 et 4, 6 et 5 qui est pesant 330 livres, on s'entend, la génétique pure et dure. Fait que c'est clair que ce qui lui a permis de devenir un icône à la base, c'est un petit peu du génétique, le volet athlétique, un peu le volet intelligence aussi. C'est un gros débat, l'inné et l'acquis. Ouais. Mais un peu de ça. Par contre, son environnement, justement, a favorisé son individualisme. Là, je ne dis pas ça comme étant selfish, mais le fait qu'il est tellement unique. Pendant 2 années séparées, sa famille est partie sur un voilier, sur un catamaran, puis elle a fait l'école à la maison, sur le bateau avec ses parents. Pour avoir côtoyé ses parents, c'est des gens qui trippent sur le ski de fond. En ce moment, sa plus jeune sœur, la dernière fois que j'ai vérifié, est sur l'équipe nationale de ski de fond. Son autre sœur est en train de se qualifier pour, pas les Jeux de Tokyo, peut-être, là, vu qu'ils ont été reportés en aviron. Pensez-y, là, 3 enfants, ski de fond, aviron, football. On n'est pas dans le conventionnel. Et au travers de ça, c'est des gens extrêmement intelligents. Ses parents ont à un moment donné lâché ce qu'ils faisaient pour ouvrir une boulangerie. Vous voyez, là, c'est tout, c'est cultiver ou accepter tes intérêts du moment. Je pense qu'ils n'ont jamais essayé de mettre leurs enfants dans des moules. Fait que maintenant, ils sont devenus, à cause de leur environnement, ouverts à tellement de choses que Laurent, il joue dans la NFL, mais il y a une fondation tout le temps, en étant un ambassadeur d'art moderne. C'est ça, c'est de l'incomparable. Et justement, ce que j'allais dire, il y a tellement beaucoup d'expérience, puis il a fait tellement beaucoup de choses que justement, puis à de bas âges, que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu, j'imagine aussi. Il y a le côté génétique, mais il y a le côté épigénétique, qu'est-ce que toi tu développes. Puis, c'est la même chose que tu prends un joueur de hockey ou un joueur de football, puis tu fais juste, dès 8 ans, tu fais que de la spécialisation dans ce sport-là. Ouais. Ça va bloquer à un moment donné. Contrairement à quelqu'un qui va ouvrir ses horizons, qui va faire d'autres choses, ben lui, il va se développer beaucoup plus. Je ne pourrais pas être plus en accord avec ça. C'est exactement, complètement l'antipode de la surspécialisation dans le sport. La surspécialisation, c'est pas juste dans le sport, c'est d'être tellement focalisé sur quelque chose que tu n'as aucune perspective. Mais, Laurent, la médecine l'aide au foot, le foot l'aide en médecine, le sport l'aide dans ses interventions sociales, qui l'aide dans... Tout est interrelié. Fait que ça, c'est tellement un bon message pour les parents, surtout au hockey, qui sont concentrés et condensés à en donner tout le temps plus, mais d'une seule chose, qu'à un moment donné, le bouchon déborde. Puis, non, ça, c'est ça en soi aussi, la surspécialisation, surtout dans le monde du hockey. Ça, c'est... Je pense que le hockey, c'est le pire sport pour ça. La culture, la mentalité est juste trop... Fais du hockey, puis... Exact. Ben, tu sais, c'est du fait... on en parlait tantôt, notre ouverture aux autres sports, mais pour moi, souvent, le plus gros frein là-dedans, c'est les parents qui ont souvent l'impression, parfois à tort, parfois à raison, de connaître tellement le hockey qu'à partir du moment que tu as l'impression d'avoir la solution, ben là, tu ne fais plus confiance à personne d'autre. Tu n'écoutes pas les experts, tu n'écoutes pas les entraîneurs, tu n'écoutes pas les enseignants. Tu le sais ce qui est bon pour ton gars. Nous, on a par rapport au hockey, les gens ont tellement l'impression de connaître ça
qui prennent pas les bonnes décisions, ils prennent la décision pour eux et non pour leurs enfants. Puis, moi, j'ai vécu l'explosion du football au Québec, où est-ce que, il s'est mis à avoir plein de jeunes. Ça, c'était avant toute la crise de la sécurité, des commotions, tout ça. Puis les parents amenaient leur attitude de hockey, cette attitude-là très, très agressive pendant les matchs, chialer contre l'arbitre, contre les autres parents. À partir du moment qu'ils voulaient intervenir dans la carrière de leur jeune, en abordant l'entraîneur, en disant « Pourquoi tu n'as pas fait jouer mon jeune? Pourquoi tu ne l'utilises pas de la bonne façon? » Et là, l'entraîneur, en 2 phrases, il pouvait décontenancer le coach en disant « Ben là, ton jeune, malheureusement, quand il ne jamme pas le release du receveur intérieur, quand on joue de la couverture 3, puis il ne va pas rejoindre le flat, là, le parent, tu venais de le perdre complètement. Comment tu voulais qu'il argumente avec ça? » Tandis qu'au hockey, les parents ont l'impression d'en connaître autant, sinon plus, que le coach. C'est la même affaire en enseignement. Je pense d'ailleurs la crise qu'on vit actuellement du coronavirus va permettre à bien des parents de se rendre compte que les enseignants en savent un petit peu plus qu'eux, finalement, sur le développement d'un enfant. Ouais. C'est un autre sujet. Je ne sais pas si c'est juste au hockey, parce que j'ai pas vraiment côtoyé d'autres sports autres que, mettons, soccer, baseball quand j'étais vraiment jeune. Là. Mais je trouve qu'au hockey, il y a beaucoup de parents qui veulent vivre leur rêve par leur enfant. Mm-hmm. C'est le rêve qui leur a été transmis là, de jouer, de porter le chandail du Canadien de Montréal. Fait que ça en dedans d'eux. En effet, c'est vivre par procuration. Ça, c'est l'ennemi, c'est le plus grand ennemi du développement d'un jeune. C'est un parent simiste. Sinon, pourquoi il y a un coach? Pourquoi il y a des experts? Pourquoi les gens sont formés? Si toi, comme parent, alors que le parallèle est parfait avec les enseignants, pourquoi les enseignants ont étudié? Pourquoi ils ont fait un bac? Pourquoi c'est leur métier? Tu ne ferais pas ça avec un architecte, tu ne ferais pas ça avec un médecin, tu ne ferais pas ça avec un plombier. Mais pour des coachs, surtout au hockey, puis pour des enseignants, ce qu'eux connaissent, ça ne veut rien dire. C'est un paradoxe pour moi qui est fascinant, mais ça, c'est la nature humaine, je pense. Mais moi, j'aimerais ça qu'on étudie, mettons, les parents à Laurent Duvernay-Tardif, ou mettons, si on prend les parents à Subban, ils ont 3 kids qui sont dans NHL, les parents à Ketchuk. Qu'est-ce qu'ils font de si différent que les autres pour que tous leurs enfants performent à de haut niveau? Ben, encore une fois, il y a quand même une portion génétique. Ouais. Mais puis probablement que chaque cas est complètement différent. Exact. En ce moment, il y a une grosse vague dans la LNH. Puis même dans d'autres sports, si on regarde par exemple avec les Blue Jays, là, mais on voit énormément d'enfants, d'athlètes qu'on a vus plus tôt dans notre vie. Il y en a énormément en ce moment, je trouve. Ouais. C'est peut-être parce qu'on en est plus conscient, mais ça semble être vraiment, vraiment gros. D'un côté, c'est sûr que regarde la performance des Ketchuk rapidement dans leur carrière. On voit qu'ils ont l'air d'avoir appris comment gérer tout ce qui vient avec une vie professionnelle. Qui ont peur de rien, qui aiment l'attention, qui savent comment gérer les médias, tout ça. C'est sûr, j'imagine que leur père leur a transmis cette façon de faire-là, puis ce qui est utile parce que, on le sait, là, combien il y en a qui avaient un talent fou et qui n'ont jamais percé parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer le stress, gérer tout ce qui vient avec la vie professionnelle. Fait que ça, c'est une manière de le faire, mais on revient aux parents de Laurent qui connaissent rien au foot. Puis ils diraient eux-mêmes, je ne dis pas ça de façon impolie, là, la maman de Laurent, là, l'autre fois, je prenais une bière avec après avoir fait du ski de fond. Une drôle d'histoire, mais bon, elle s'en allait au Super Bowl. C'était la semaine avant le Super Bowl. Tu n'aurais jamais pensé que c'était la mère d'un Québécois qui s'en allait au Super Bowl. Fait que eux, c'est complètement différent. C'est d'encourager les jeunes, de peut-être pas être capable de leur donner des conseils spécifiques à leur discipline, mais de les aimer inconditionnellement, de leur faire confiance, de leur transmettre des valeurs qui sont... une valeur, là, c'est universel. Puis après ça, les jeunes sont capables de gérer parce que leurs parents leur ont tellement donné du bagage. Je pense que chaque famille est différente. Assurément, chaque famille est différente. Puis c'est encore une fois là où est-ce que le principe de surspécialisation ou de more is better est dangereux parce qu'il n'y a pas une seule recette. Tu ne peux pas dire parce que lui, il en a fait plus, parce qu'il fait des heures supplémentaires, parce que Crosby a atteint les 10 000 heures pour l'expertise quand il avait 17 ans, que toi aussi, tu vas faire la même affaire et que ça va fonctionner.
C'est là que le modèle, le template, là, il n'est jamais le même. Peut-être aussi que les parents les laissent croire plus en leurs rêves. Puis, tu sais, souvent, mettons, pour côtoyer des parents puis côtoyer le monde dans le domaine du hockey, ils se font tout de suite dire quasiment que il y a 0,016% des chances que tu joues NHL. Fait que les chances sont vraiment minimes. Au lieu de dire, tu as des chances, puis crois-le, mais oublie pas que tu pourrais avoir une option B. Souvent, ils se font casser toutes les deux jambes en partant, puis t'as comme pas la chance vraiment d'y croire, de rêver. Fait que si en partant, t'as pas la chance de penser que tu peux y aller, ben tu poseras vraiment pas toutes les actions nécessaires à tous les jours pour pouvoir performer puis te développer. J'ai lu récemment, je ne veux pas mal le citer, là, mais il y a une chaire de recherche sur le hockey à l'UQTR maintenant, à Trois-Rivières. Je pense que c'était justement cité par Martin Leclerc dans son billet, une étude sur la surspécialisation, puis le nombre trop grand d'heures par année dans un seul sport. Puis la chaire en question a démontré que c'était plus souvent qu'autrement, en bas âge, c'était les jeunes qui jouaient dans des catégories inférieures qui en faisaient trop. Fait que souvent, ceux qui étaient dans le 2, 3, triple lettres, ils en faisaient moins dans ces fameux camps d'été puis dans ces camps privés que ceux qui n'avaient pas nécessairement, probablement, les vraies capacités pour se rendre. Et là, je ramène ça justement aux parents qui fait croire un peu l'impossible à un jeune qui, c'est pas grave, là, mais qu'un jeune qui n'a peut-être pas ce qu'il faut au-delà de l'entraînement, qui n'a peut-être pas ce qu'il faut pour. C'est drôle de voir ça. Dans le fond, c'est souvent le parent qui en demande, nonobstant la réalité de son enfant. Mais c'est ce que le monde, parce que le monde sont mal instruits, en fait. Justement, ils pensent, Crosby a fait 10 000 heures, il faut que j'aille chercher ça. Je spécialise, ça revient encore une fois à la spécialisation hâtive, que tu te spécialises trop tôt, quand on sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que même si ton jeune, il joue à tombe A, ensuite il joue 2 fois à tombe A, mettons, puis ensuite il s'en va Pee-Wee, simple lettre ou double lettre, mais pas le top niveau, ben ça se peut que rendu à Bantam, il s'est développé pas mal plus que les autres. Parce qu'il a fait d'autres sports, il a fait ci, il a fait ça, puis que là, c'est là que lui, son pic, qui arrive, puis qu'il prend sa place. Tu sais, le lien avec les autres sports est tellement important parce que vous connaissez un peu le développement des jeunes. Moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'université, là, dans le fond, comment un jeune doit apprendre à bouger. Tu sais, mettons, si tu enlèves des trucs plus spécifiques à chacun des sports. À la base, le hockey puis le soccer se ressemblent jusqu'à un certain point. C'est de l'invasion de territoire. Tu montes d'une zone à l'autre, tu respectes des principes de hors-jeu, tu fais des passes latérales, des passes avant, des passes arrière. Se démarquer, anticiper les mouvements d'un coéquipier, anticiper les mouvements de l'adversaire, recevoir un objet, par exemple au basket, le passer, c'est des mouvements fondamentaux. Fait que tu apprends. Le jeune là, qui, justement, pendant qu'il est simple lettre, mais qui en même temps joue au basket, pendant qu'il joue au foot, il va développer ses mains, il va développer sa compréhension spatiale, il va développer l'anticipation, des changements de direction. Changer de direction dans la vie, c'est changer de direction. Que tu aies des patins ou que tu aies des cleats ou que tu aies des souliers de basket. C'est la même affaire. Tu as bien plus de chances d'aller chercher dans d'autres sports des aptitudes que tu vas ramener dans le sport. Puis à un moment donné, tu vas en choisir un. Tu ne peux pas faire 6 disciplines éternellement, mais pendant que tu t'apprends, apprends du plus grand nombre de sources possibles, puis ramène-les au moment opportun dans un sport, puis souvent. Puis l'autre élément, si tu veux être un vrai bon parent, tu ne peux pas juste penser à la potentielle carrière professionnelle de ton jeune. Tu devrais penser à toute sa vie. Et s'il a été actif dans plusieurs sports dans sa jeunesse, qu'il a appris 4, 5, 6 sports, une fois qu'il va prendre sa retraite, il va devenir un adulte, il y a bien plus de chances de rester actif au quotidien, donc en meilleure santé, donc moins de risques de problèmes de santé, s'il maîtrise déjà le hockey, donc il peut jouer dans une ligue de garage, s'il maîtrise déjà le sprint, donc il peut jogger. Tu sais. La réalité, là, c'est qu'on pense vraiment en silo, là, je le répète là-dedans, alors qu'on devrait penser au développement complet, pas du jeune, au développement complet de l'être humain qui va devenir. Parce que souvent, justement, s'il a fait du hockey, il s'est fait pousser dans le cul toute sa jeunesse,
mais ce qui arrête, il va en avoir par-dessus la tête, il va être écœuré, il va juste tout arrêter. Exact. Versus c'est ça. Il est allé chercher à gauche, à droite, puis là, il va se dire, OK, là, j'ai joué au hockey, je suis tanné du hockey, mais crime, j'aimais ça le soccer, ben, il va peut-être continuer à jouer au soccer. Ou, j'aimais ça. On parlait d'identité tantôt. Si tu as l'impression d'être juste un joueur de hockey, tu tombes de haut. Mais si tu perds le volet hockey, mais tu es aussi un bon joueur de soccer, tu es aussi un skieur, tu es aussi un bon étudiant, mais ton identité ne s'écroule pas. Il y a juste une partie qui est perdue, mais tu as d'autres choses sur quoi travailler. Puis, on parle beaucoup, mettons, là, du volet plus performance, mais il y a aussi le volet santé où ce que en allant faire d'autres sports, tu vas faire différentes contraintes sur ton corps, sur tes articulations, sur tes os. Donc, tu as beaucoup moins de risques de blessure quand que ce mouvement-là que tu es allé chercher dans un autre sport arrive au hockey, disons, ou peu importe dans la vie, ben, tu as subi ce genre de contraintes-là mécaniques sur ton corps. Fait que tu es beaucoup moins à risque de blessure en partant. Fait que c'est du positif sur toute la ligne. C'est ça. C'est l'enseignement qui va être fait aux parents, surtout, souvent. En fait. Moi, je vais arrêter d'en parler, je m'en viens émotif. Je vais m'emporter. Si on pouvait finir tout ça avec ton plus grand regret et ta plus grande fierté au niveau, que ce soit de carrière football ou juste dans ta vie jusqu'à maintenant. Ben, j'en ai déjà parlé, mais ça va rester ça. Le regret, j'ai très peu de regrets parce que j'ai l'impression d'envie de travailler fort. Je ne suis pas loin d'être parfait, je fais des erreurs tout le temps, mais mon regret n'est jamais par manque d'effort. Puis c'est là que le regret professionnel au foot est survenu parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait. J'ai mis ma vie sur pause pendant mes années d'excellence, puis j'ai dédié ma vie à ça. Puis de ne pas avoir eu l'opportunité juste de me prouver. Puis qu'on m'aurait dit à l'époque, regarde, on t'a évalué pendant une semaine, t'es pas assez bon, parfait. Mais de jamais avoir eu la chance de vraiment passer en entrevue, ça c'est un gros regret. Puis je le disais tantôt, ça m'a mené dans une autre direction. Puis ma fierté, c'est de m'être rendu où je suis aujourd'hui, puis je suis loin d'être arrivé. Je sais pas vers où je m'en vais, puis j'ai pas de but précis par rapport à ça. Mais d'avoir un métier que j'aime en l'ayant développé à ma façon. Parce que, jamais que je vais suggérer à un jeune qui me dit « j'aimerais ça animer une émission de sport », mais je ne dirais pas « bon, mais fais un bac en éducation physique, puis après ça, étudie le coaching en psychologie sportive ». C'est un parcours qui est atypique, mais je suis quand même fier d'avoir transformé un parcours qui était moins conventionnel en un métier qui me passionne. De m'être servi de mes expériences sans vraiment savoir vers où je m'en allais, puis de les avoir accumulés pour me construire comme un rôle professionnel qui est vraiment intéressant. Ça, pour moi, c'est quand même une grosse fierté parce que je le savais. Puis ça revient tout le temps à la fameuse phrase que j'essaie de dire le plus souvent possible à des jeunes. Laisse faire la destination, mais focalise-toi sur le parcours, sur les détours, puis sur les décisions. On ne le sait pas où on s'en va, mais à un moment donné, tu vas arriver quelque part, tu vas te revirer de bord, tu vas dire « OK, je me suis rendu ici parce que je suis parti de là à là, puis ça m'a amené vers la prochaine étape. » Ce parcours-là, complètement croche, j'en suis fier parce que c'est le mien, puis parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose de bien intéressant. Ça démontre que tout est possible. Tu veux pas le parcours que tu prends. Justement, tu dis le bout, la ligne d'arrivée, tu sais jamais où ce qu'elle va arriver, puis quand elle va arriver. Il y a des métiers un petit peu plus traditionnels. Un jeune qui va être policier, mais il n'y a pas 1000 façons de devenir policier. Même chose pour un médecin. Mais au-delà de ces métiers un petit peu plus traditionnels, il y en a tellement qu'on ne peut pas anticiper. Puis des fois, le métier, pendant que tu étudies, pendant que tu fais ton choix de carrière au cégep à l'université, peut-être que le métier que tu vas faire dans 15 ans n'existe même pas encore. Fait que, c'est difficile de t'arrêter sur justement la destination parce que des fois, peut-être que c'est toi-même qui va te créer. Fait que, c'est un peu ça de dire tout est possible dans le sens où je vais m'en aller vers quelque part que nulle part, que personne d'autre est déjà allé. Tu fais ton sentier, tu fais ton parcours, puis ça donne un résultat qui est à ton image, mettons. Oui, mais sérieux, chapeau pour vrai de t'être rendu ce que tu es présentement, malgré que tu t'en allais pas pantoute là. Yes. Merci, vous êtes gentil de m'avoir donné aussi la possibilité d'en jaser. C'est très, très apprécié. Bien content d'avoir jasé avec vous, les boys. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir n'importe quand.